Ce département s'appelle Éphémère depuis 2013. Il s'intitulait avant le département des actualités. Mais nous avons donc assez récemment fait le choix du terme d'éphémère et vous m'avez demandé de revenir un peu sur l'usage de ce terme. Donc c'est ce que je vais faire avant de vous présenter les origines de cette collection d'éphémères. Donc, on a choisi un terme qui nous semblait déjà plus précis et déjà très reconnu dans le monde anglo-saxon, où éphéméra est employé depuis très longtemps. Et on observe que ce terme est effectivement en cours de diffusion dans le monde de la recherche et de la conservation en France. Alors, je ne vais pas m'appesantir, vous pourrez me poser des questions à ce sujet ultérieurement, mais voilà, quelques jalons de la diffusion de ce terme. Le numéro spécial de la revue de la Bibliothèque nationale de France en 2002 sur les éphémères, qui traite finalement beaucoup d'histoires politiques et événementielles, davantage peut-être que d'histoires sociales et culturelles. J'y reviendrai ultérieurement. Le mois du patrimoine écrit, qui est une manifestation du ministère de la Culture et qui, en 2004, donc ça, c'est un événement qui est très important pour les professionnels du patrimoine écrit, parce que c'est l'opportunité pour eux de valoriser leur collection. Et en 2004, ils portaient sur la thématique curiosité éphémère. Cette manifestation du ministère de la Culture, en fait, permet de publier des catalogues. Et donc là, vous avez des couvertures des catalogues publiés à cette occasion, qui portent donc sur des collections alors peu connues, comme les affiches de corrida de la bibliothèque de Nîmes, ou encore les faire-part de la bibliothèque de l'Heure Joyeuse. Vous avez aussi pour le réseau parisien les papiers peints de la bibliothèque Fornet. Vous avez parlé du programme Patrimef, donc je n'y reviens pas, et de ma publication dans cet ouvrage, qui est un ouvrage professionnel, donc qui s'adresse aux personnes en charge de fonds locaux et régionaux, dans lequel j'avais écrit un article en 2016 sur la manière de traiter, d'organiser, de valoriser les fonds d'éphémères. Et à l'époque, j'avais fait un sondage dans le répertoire national des fonds que vous trouvez sur le site du catalogue collectif de France, et constaté que le terme éphémère n'était employé pour décrire que 13 fonds. J'ai fait la recherche récemment et aujourd'hui, c'est 87 fonds qui sont indexés de cette manière. Donc, petit à petit, le terme se répand et prend la place d'une multitude de termes que je m'étais amusée à compiler et qui dénotaient jusque-là, je pense, une forme une variété de points de vue et une absence pas une absence, mais un défaut de regard scientifique, on va dire. Donc, une multitude de points de vue, le point de vue des producteurs avec les imprimeurs. Vous connaissez peut-être des termes comme bilboquet, brimborion ou bibelot. Ici, vous avez la nomenclature de l'imprimeur Marius Audin qui utilisait ce terme professionnel de bilboquet pour décrire tous les éphémères qu'il imprimait. C'est un imprimeur dont le fonds est conservé au musée de l'imprimerie de Lyon. Donc ça, c'est tiré d'un catalogue du musée de l'imprimerie. On avait aussi énormément de vocabulaire qui provenait, vous l'avez dit, du monde des collectionneurs, puisque les plus grands spécialistes des éphémères tout au long du 19e et du 20e siècle, c'est d'abord les collectionneurs, et donc beaucoup de termes provenant des collectionneurs, comme au premier terme vieux papier, mais aussi paperasse, publicazioni minori en italien. Je trouve que c'est intéressant de relever ce terme, qui
qui sont empreints, je trouve, d'affectivité. Hein. La relation de collectionneur à ces documents est parfois très sentimentale. Il y a aussi beaucoup de considérations esthétiques dans leur manière d'appréhender les documents, et puis parfois des considérations pécuniaires qui contribuent ou qui participent peut-être de leur manque de considération par le monde scientifique. Les bibliothécaires, eux, utilisaient des termes parfois négatifs, on va dire. J'ai relevé le terme de non-livre. C'est une manière de définir ces documents par ce qu'ils ne sont pas, et ça semble dénoter une difficulté à appréhender les éphémères jusque-là. On a aussi beaucoup utilisé le terme de recueil, mais qui est un terme qui provient du catalogage et qui n'a pas vraiment de lien avec la matérialité des documents parce qu'ils ne sont pas nécessairement reliés. Donc, je pense que cette prise en compte récente des éphémères qui se traduit dans le vocabulaire est liée de la part des bibliothécaires à l'achèvement de grands chantiers sur des collections plus traditionnelles et jugées généralement plus prestigieuses, les manuscrits, les imprimés, l'iconographie, dont le traitement rétrospectif s'achève. Donc, on peut concentrer nos forces à présent sur des documents qui étaient un peu plus relégués en arrière-plan. Et puis, je pense que cette prise de conscience de l'intérêt historique de ces documents, qui est aussi évidemment liée à la demande des chercheurs, est parallèle et concomitante à une prise de conscience du caractère éphémère du patrimoine numérique et à la disparition des sources du quotidien de notre époque. Alors, j'en viens à l'origine de la collection de la bibliothèque historique. À l'origine, on trouve un directeur très important pour notre établissement, qui est Marcel Poët, le directeur de la bibliothèque historique à partir du début du XXe siècle. En 1903, il prend ses fonctions à la suite de Jules Cousin, qui est celui qui a reconstitué la bibliothèque après l'incendie de l'hôtel de ville durant la Commune. Donc Marcel Poët publie sa note d'intention adressée à l'administration dans le bulletin de la bibliothèque en 1906, et il explique ce qu'il souhaite faire pour les collections et pour la bibliothèque. Il demande des moyens également. Et parmi ces projets assez originaux figure la création d'une collection de pièces de la rue. Alors, il explique sa motivation de deux manières. D'abord, il souhaite collecter des sources du temps présent pour les historiens à venir. C'est vraiment une démarche d'archiviste. Et il ne veut pas que la bibliothèque se contente, entre guillemets, d'accumuler des monographies et des périodiques qui retrace le passé, mais il veut fournir des matériaux bruts, des sources primaires aux chercheurs. Et puis, c'est en ça qu'il me paraît assez novateur, il explique qu'il souhaite ouvrir des champs historiques jusque-là peu explorés, voire méprisés, l'histoire sociale, l'histoire économique et culturelle. Lui, plus particulièrement, était intéressé par l'histoire de l'urbanisme. Donc, je crois que les préoccupations de Marcel Poët rejoignent très bien vos préoccupations de culture populaire et minoritaire, parce qu'il s'intéresse d'abord à la vie quotidienne des Parisiens et non plus seulement à l'histoire événementielle, politique, diplomatique et militaire. Donc, je vais vous citer deux passages de cet article qui traduiront encore mieux son projet. Jusqu'à ce jour, c'est le côté rétrospectif qui a été surtout développé dans le dépôt. On s'est beaucoup moins préoccupé d'amasser des matériaux pour servir à l'histoire de notre époque que de réunir des pièces permettant d'étudier le passé de Paris. C'est un véritable service à organiser au bénéfice des chercheurs de l'avenir. Quel intérêt, par exemple, n'offrira pas un jour, au point de vue de l'histoire économique et du coût de la vie à Paris, une série de prospectus, réclames et catalogues de marchands, datés et classés suivant l'ordre alphabétique des genres de commerce et d'industrie. Donc, il envisage les sujets qui pourraient être traités grâce à la collection. Et les lettres de part de décès de Parisiens ne fourniront-elles pas les plus précieux éléments pour l'histoire généalogique de Paris ou le mode de répartition des professions dans les familles? Alors, je vous ai
je vous ai préparé des photos de quelques-uns de ces faire-part. Aujourd'hui, on a 30 000 faire-part en feuilles. En réalité, les faire-part, c'est une pratique d'une certaine catégorie sociale et donc, contrairement à ce que Marcel Poët avait pu rêver, la collection actuelle permet surtout de documenter, d'illustrer des pratiques qui sont des pratiques aristocratiques ou des classes sociales les plus élevées. On a très très peu de faire part de classes sociales moins élevées parce que la pratique, c'était sans doute c'était moins répandu dans ces classes sociales à l'époque où la collecte a été la plus efficace. Les canards, je reprends la citation de Marcel Poët, les canards populaires, les chansons des rues, la petite pièce qu'on crie sur les boulevards, ne constituent-ils pas la notation précise d'un moment de la vie parisienne? Pour continuer à citer Marcel Poët et dresser un peu une typologie des documents qu'on trouve dans la collection, voici ce qu'il imagine collecter. Ceux qui s'affichent, se distribuent ou se crient dans nos rues. Les 1000 échos de l'actualité parisienne, le journal qui passe, l'insinuante réclame, le catalogue empressé du marchand, la brochure de propagande, ces feuilles que chaque jour voit éclore, menus, programmes, lettres de décès, tous ces riens appelés à devenir des documents historiques. C'est ce qui nous permet d'un peu mieux définir ce que sont les éphémères donc, et quelles sont leurs typologies. Pour appréhender la collection à mon arrivée à la bibliothèque historique, j'ai un peu réfléchi en archiviste et pour moi, les typologies s'ordonnent selon les producteurs. Donc, on a des documents qui proviennent des particuliers, des individus, donc, comme des travaux de ville, tels que ces lettres, ces faire-part, ou des cartes de visite, des menus. À travers les documents provenant des particuliers, on peut aussi avoir des documents administratifs, des pièces d'identité, voilà, ou des documents utilisés dans la vie quotidienne comme leur titre de transport. On a évidemment énormément de documents provenant des commerces, catalogues, prospectus, factures, images, chromolithographie. Et puis, énormément aussi de documents provenant du monde associatif, avec des cartes de membres, de la littérature grise, on a la limite avec la littérature grise, mais aussi énormément de documents produits, fabriqués à l'occasion de manifestations, comme des programmes de spectacles, des menus de banquets ou des insignes vendus pendant des fêtes de charité. Enfin, je vous en montrerai tout à l'heure à l'occasion en vous parlant de la Première Guerre mondiale. Donc, si on devait définir ces documents, leur donner des caractéristiques communes pour définir ce que sont les éphémères, ce sont des documents qui ont une utilité précise dans la vie quotidienne, informer, convaincre pour des tracts politiques, par exemple, mais dont l'information est très vite obsolète et dont la conservation n'est pas envisagée au-delà de leur utilité immédiate. Ces pièces sont souvent gratuites ou à un prix peu élevé, comme un programme de spectacle qui peut coûter quelques francs. Donc, il paraît judicieux de les collecter dès leur diffusion, puisqu'ils échapperont à la destruction et à l'enchérissement ultérieur liés à leur patrimonialisation. Ce sont des documents qui circulent hors du circuit éditorial et qui donc échappent habituellement à la collecte par les institutions de conservation, notamment au dépôt légal. Le dépôt légal a étendu les typologies documentaires collectées au fil du temps, ce qui montre une reconnaissance de l'existence de ces documents et une forme de légitimation. Donc progressivement, livres, estampes, musique, lithographie, photos. Vous connaissez la chronologie du dépôt légal jusqu'à celle du web
de nos jours. Mais le dépôt légal exclut explicitement certains documents. Je vous cite certaines exceptions: les cahiers d'écriture et de découpage, les documents électoraux, les travaux de ville, les travaux de commerce comme les factures, les bons de commande, les jeux, la papeterie. Voilà. Et puis, ces documents échappent aussi souvent au dépôt dans les archives publiques, sauf à la faveur du contrôle des associations ou du contrôle des commerces qui peuvent, de ce fait, déposer des pièces justificatives ou de la documentation, mais qui ne sont pas rassemblées et qui sont éparses dans les liasses et qui ne sont pas forcément aussi bien décrites que les archives en elles-mêmes. Les éphémères aussi se distinguent par leur forme modeste, aussi bien dans la manière dont ils sont imprimés que par leur support. Donc ils deviennent très vite fragiles et donc rares du fait de leur destruction matérielle. Et paradoxalement, ce sont les éphémères les plus beaux, les plus précieux, les plus soignés au départ, qui, selon moi, et que l'on classe dans les éphémères, et selon moi, qui sont les moins authentiquement des éphémères, puisque dès leur diffusion, ils font l'objet de collections. Donc là, je vous montre un exemple de la collection des menus de banquet, qui est un menu du dîner des libraires, illustré par c'est une gravure de Gus Boffa et qui d'emblée annonce un tirage à 200 exemplaires sur velin, sur chiffon. Donc c'est dès sa publication, cet éphémère qui est rare, devient un objet de collection, et à l'arrivée, dans les collections actuelles, est certainement beaucoup moins rare qu'un document comme celui-là, qui est donc un aperçu des prix d'une cantine ouvrière, hein, d'un bouillon, qui a dû être produit dans des proportions industrielles pour être diffusé à la porte des usines, et qui n'est certainement pas conservé en autant d'exemplaires que le menu illustré par Gus Boffa. Donc, la qualité de source des éphémères qui peut sembler un peu faible, hein. Pourquoi? Parce que vous avez sans doute souvent constaté qu'un éphémère, s'il n'a pas été documenté au moment de sa collecte, est difficile à exploiter. Ici, le samedi 29 janvier, aujourd'hui, avec les outils dont on dispose, on peut retrouver de quelle année il s'agit, mais vous ferez l'expérience de regarder des affiches dans la rue. C'est très rare, enfin c'est très fréquent au contraire de trouver une date comme le 29 janvier, 100 jours de la semaine, donc difficile à replacer dans le temps, et absolument sans millésime. Donc si on n'entoure pas la collecte de ces documents de la collecte d'informations complémentaires, leur exploitation ultérieure comme source historique peut être délicate. Et donc l'intérêt de collecter un ensemble est fort parce que l'ensemble permet l'établissement de comparaisons, de tendances, tandis que la source isolée peut être très faible. On observe aussi que ces documents ont un très fort intérêt pour la valorisation de l'histoire auprès du grand public. Nos éphémères sont très souvent utilisés dans des expositions. C'est comme si ces documents avaient une valeur archéologique, ils témoignaient de la réalité du quotidien, du passé, beaucoup plus efficacement, par exemple cet aperçu des prix, beaucoup plus efficacement qu'une éventuelle archive comptable ou qu'une mention dans un annuaire du commerce. Ça rend très tangible les choses pour les visiteurs, et ça fait appel à leurs souvenirs, ou alors à des souvenirs racontés par leurs parents, leurs grands-parents. Donc, on a beaucoup de succès avec le public quand on présente des éphémères dans des expositions. Donc,
j'en reviens au profil de la collection de la bibliothèque historique. Marcel Poët effectue une collecte par les moyens de la bibliothèque, c'est-à-dire que les bibliothécaires s'adressent directement aux producteurs. Il est aidé aussi par la Société des Amis de la Bibliothèque, qui est constituée d'amateurs, de collectionneurs qui eux-mêmes donnent leur collection à la bibliothèque. Et puis, le Marcel Poët fait enrichir les dossiers thématiques dans lesquels sont classés les éphémères de coupures de presse issues d'une revue de presse effectuée dans les quotidiens parisiens, les quotidiens ou les journaux, de manière générale, les journaux parisiens. Alors, cette collecte a été réalisée principalement durant les 2 premières décennies du XXe siècle. Grâce à des dons de collection, on a pu faire entrer des documents qui documentent le dernier quart du XIXe siècle. Et puis, après la première période de la direction de Marcel Poët, on voit que l'intérêt pour la collection fluctue. Il y a certainement un moment important de collecte au moment de la Deuxième Guerre mondiale, et puis après, les choses s'étiolent. Aujourd'hui, la collection ne s'enrichit plus que ponctuellement, il n'y a plus de collecte systématique. On estime que la volumétrie est de 500 000 à 600 000 documents, mais c'est une estimation parce qu'on n'ira jamais compter toutes les coupures de presse, vous imaginez bien. Et donc la couverture chronologique de la collection correspond assez bien à la période que vous étudiez aujourd'hui, mais elle peut être très variable selon les typologies documentaires. Par exemple, on a un ensemble de factures de commerce qui provient certainement d'un don. Je pense une partie de ces factures de commerce proviennent d'Henri Vivarès. Et il couvre largement tout le 19e, elle couvre largement tout le 19e siècle. Vous voyez là une facture de l'an 8, donc de la période de l'Empire. Vous avez aussi des segments de la collection qui vont jusqu'à la fin du XXe siècle, notamment les éphémères des élections à Paris. Alors, le classement de ces documents pose souvent un problème aux bibliothécaires. On en revient un peu à la hiérarchie des documents dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure. D'abord, ça pose problème aux bibliothécaires parce que ce sont des catégories documentaires qui n'ont pas de normes de catalogage. Et donc, on a souvent traité les éphémères dans les départements des imprimés quand ça s'y prêtait, c'est-à-dire quand ils ressemblaient à des monographies ou des revues. Donc, tous les documents en recueil, les brochures, les petites brochures, les petits périodiques ont été traités souvent dans les départements des imprimés ou bien dans les départements iconographiques, donc pour les affiches, les menus, les cartons d'invitation. Mais ça me permet d'insister sur un point qui est qu'on relègue souvent les éphémères non illustrés et qu'on se méprend en pensant que l'ensemble des éphémères sont des documents illustrés. Moi, je vous fais la preuve là avec les documents dont je vous ai déjà montré que l'écrit est tout aussi important que l'image dans ces typologies documentaires. Mais certainement que les documents non illustrés ont été longtemps moins considérés et moins étudiés, alors qu'ils sont sans doute autant ou plus intéressants pour l'histoire du quotidien des classes populaires. Et puis l'autre problème de la plupart des dépôts qui gèrent des éphémères, c'est la masse et l'accroissement constant des collections. Donc, c'est le cas pour les bibliothèques qui sont titulaires du dépôt légal imprimeur. Et donc, ça maintient les bibliothécaires dans un travail uniquement de classement et de renseignement lecteur, comme le faisaient les bibliothécaires de la bibliothèque historique jusqu'au début des années 2010.
Aujourd'hui, à la Bibliothèque historique, on a décidé donc d'écrire dans des inventaires de type archivistique. Je vous montre le site de la bibliothèque pour que vous puissiez aller explorer ces inventaires. Donc ici, vous avez un onglet qui s'appelle Archives et manuscrits qui s'explique parce qu'on a utilisé un format de description archivistique pour nos documents. Vous pouvez cliquer donc sur Bibliothèque historique de la ville de Paris et là, vous verrez les différentes collections qui utilisent ce format de description et les différents inventaires d'éphémères déjà existants. Alors, je vais enfin vous montrer un peu plus de documents. Donc, sont décrits déjà les éphémères de la Première Guerre mondiale. Voilà des insignes tels que je les évoquais tout à l'heure, des insignes vendus au cours de la journée, des journées du poilu, les 25 et 26 décembre de 1915. Donc, dans le but de recueillir des fonds pour aider les soldats blessés. Sont décrits également les éphémères de contestataires de mai 68. Alors, j'ai choisi ce tract parce qu'il rappelle aussi les 150 ans de la commune que nous allons commémorer cette année. Et puis, il me permet aussi d'évoquer une difficulté relative à la collecte. C'est que les éphémères qui véhiculent la contestation de minorités sont parfois difficiles à collecter du fait même de la résistance des producteurs et de la méfiance des producteurs. Les bibliothécaires de la BHVP en mai 68 ont eu des difficultés, notamment pour la collecte des affiches, parce qu'ils allaient retirer les affiches qu'on venait de coller. Donc, il y a eu quelques heures avec les producteurs, alors même qu'il s'agissait de garder la mémoire de leur publication. On peut aussi expliquer ça par la précarité dans laquelle sont imprimés et produits ces documents. Ils sont précieux parce que difficiles à produire. Les éphémères portant sur le cinéma, je vous ai montré, les autres inventaires que je ne vous ai pas montrés, c'était les inventaires sur les banquets et les restaurants, mais je vous avais montré 2 exemples tout à l'heure. Donc, sont aussi décrits les éphémères portant sur le cinéma. Et j'ai choisi ce programme qui n'est pas parisien, mais on a un cinéphile qui nous a apporté qui a apporté aux collections de la bibliothèque des programmes de salles de province, on dit de région, et même de l'étranger. Et je trouve cet exemple assez intéressant puisqu'il témoigne de l'appropriation de ce programme par le cinéphile qui a collé son ticket d'entrée, qui a ajouté des illustrations tirées de la presse, aussi un résumé tiré de la presse et qui a lui-même ajouté des mentions manuscrites. Donc, ça pourra certainement faire écho à certains propos de la matinée. Donc, je vous parlais des inventaires déjà publiés. Vous pouvez aussi trouver en ligne, mais non pas sur notre site, sur le site du CCFR, un inventaire des éphémères des expositions universelles. Et nous travaillons actuellement à l'établissement d'inventaires sur la documentation provenant des grands magasins, l'inventaire des faire-part de décès, l'inventaire des éphémères des commerces alimentaires et les éphémères du siège de Paris et de la commune. Vous voyez que nous agissons en fonction de l'actualité, des commémorations et aussi en fonction de la pression, la gentille pression des chercheurs. Par exemple, les menus et les cartes de restaurant, c'est très lié à l'intérêt très fort actuel des chercheurs pour l'histoire de la gastronomie et de l'alimentation.
Alors, pour finir, je voulais vous montrer des éphémères qui me semblaient manifester une culture minoritaire ou alternative de l'imprimé. Je regarde combien de temps il me reste. Oui. D'abord, au sens politique, je vous ai dit que c'était des choses parfois difficiles à collecter. Du fait de la méfiance des producteurs, parfois très rares parce que diffusées sous le manteau, et parfois même impossible à trouver, ce qui euh, peut-être semblera une évidence aux historiens, mais ce qui montre que certaines minorités sont démunies de moyens pour avoir leur propre production écrite et donc qui puissent conserver la mémoire de leur existence. Et là, j'avais un exemple qui n'est pas tiré des expositions universelles, mais d'une autre exposition, une exposition coloniale. Évidemment, cette mémoire, on l'a du point de vue des exposants et non pas du point de vue des minorités qui ont participer à ces expositions. Alors, je vous ai montré tout à l'heure un tract de mai 68. Voici un autre tract, celui-là de la résistance. C'est un tout petit papillon, donc la recto verso, qui invite à aller fleurir la tombe du soldat inconnu le 11 novembre 1943 dans Paris occupé. Donc, c'est très précieux et très émouvant comme document, mais proportionnellement à la propagande officielle qu'on a conservée également, c'est tout à fait mineur et certainement très difficile à collecter sur le moment. Au rang des minorités, voici des tracts d'une association féministe, la Ligue française pour le droit des femmes, un tract qui date sans doute enfin un tract, c'est les statuts de l'association, qui date sans doute des premières années, puisque Victor Hugo est encore président d'honneur, donc c'est entre 1882 et 1885. Et puis un tract de la même association, beaucoup plus récent, donc en 1956, qui invite les femmes à voter pour des femmes, pour qu'elles défendent leurs droits, leurs revendications, dont l'égalité des droits au travail. Vous voyez, toute une liste de revendications, en particulier l'égalité salariale, dès le troisième point. Alors, dans le champ des loisirs et du divertissement, qui est un champ très documenté par la bibliothèque historique. Alors là, je passe du féminisme à une occupation très traditionnelle pour les femmes. Donc voici des patrons de couture dont j'ignorais la présence en fait dans la collection jusqu'à l'organisation d'une présentation de documents que nous avons faite il y a un peu plus d'un an avec toute l'équipe du département. Et dans le département, il y a une personne qui aime beaucoup la couture et qui avait repéré ses patrons dans certaines boîtes. Ça me permet de vous dire qu'en fait, dans la collecte, on a parfois des choses qui sont à la limite de l'objet. Hein. On a collecté et on achète encore aussi des jeux. Et le point commun de ces objets avec le reste des typologies documentaires, c'est l'imprimé. Hein. C'est toujours des jeux qui soit reprennent les mêmes chromos que les séries de chromos qu'on trouve sur papier cartonné. Mais donc, le point commun, c'est l'imprimé. Autre témoignage d'une culture populaire, des programmes d'événements sportifs. C'est des acquisitions récentes. On a acheté beaucoup de programmes de courses cyclistes, moins de choses liées au foot, mais voilà des exemples. On a aussi un ensemble de programmes de matchs de boxe qui est apparemment assez rare. Au rang des loisirs populaires, je vous ai parlé du cinéma. On pourrait parler de choses peut-être moins légitimes ou sujets à débat ou au contraire à une certaine morale, je ne sais pas comment on peut dire. Voici des tickets de loterie, donc les jeux sont représentés. La cartomancie, vous avez là des
prospectus de cartomanciennes qui ont été empruntés l'année dernière par le musée de la carte à jouer d'Issy-les-Moulineaux pour une exposition sur la cartomancie. Et nous en avons des pleines boîtes de ces prospectus. Alors, pour finir, on va finir peut-être par une mise en abîme, la collection dans la collection, qui témoigne d'une activité certainement on peut qualifier de minoritaire ou populaire, je ne sais pas, en tout cas alternative sans doute, qui est celle de la collection dans des recueils. Alors je sais que l'une d'entre vous s'y intéresse, je vais vous montrer des recueils de la famille Dujardin. Ce recueil-ci, on ne sait pas qui l'a constitué, donc c'est un ensemble de... C'est un petit cahier, hein, il y a une dizaine de pages, où sont collées des étiquettes, des emballages pardon, de savons d'une même savonnerie, la savonnerie des Fleurs. Ils sont extrêmement bien conservés, sont très frais, et on ne saura certainement jamais qui l'a constitué. Alors on peut imaginer que c'est un ouvrier qui travaillait, qui était particulièrement fier de cette production, ou bien l'imprimeur lui-même qui a fait un florilège de son travail pour cette savonnerie. Nous conservons aussi donc des recueils de collectionneurs. Alors là, vous avez un recueil de billets de chaise. Pour ceux qui ignorent cette pratique, les chaises des jardins publics de Paris, les chaises et les sièges étaient loués. Donc, il fallait payer plus ou moins cher selon qu'on ait des accoudoirs ou pas. Donc, vous voyez, 10 centimes pour une chaise, 20 centimes pour un fauteuil. Et donc, quand les contrôleurs passaient, il fallait montrer son ticket comme un ticket de transport. Je vous parlais de l'intérêt de ces documents pour les expositions. On a montré ces documents à des enfants lors d'une journée d'accueil d'enfants d'âge primaire. Certains d'entre eux étaient accompagnés par une grand-mère qui, elle, se souvenait des billets de chaise et qui a pu raconter aux enfants que les étudiants qui ne payaient pas les billets de chaise partaient en courant dans le jardin du Luxembourg quand arrivait le contrôleur. Donc, vous voyez, c'est ça dont je voulais vous parler tout à l'heure en parlant de l'intérêt de ces documents pour la transmission de l'histoire auprès du grand public. C'est qu'il y a une part d'affectivité, de souvenir qui revient beaucoup plus facilement avec la matérialité du document, plus facilement qu'à travers un récit, à travers une source secondaire finalement. Les Dujardin, donc famille de collectionneurs de petites pièces, collectionnaient aussi des chromolithographies. Donc, je voulais vous montrer plusieurs pages d'un des 3 recueils que nous conservons. Et enfin, plus dans le champ, moins dans le champ du loisir, plus dans le champ du savoir. Non, excusez-moi, je suis allée trop vite, mais j'arrive à la fin de ma présentation. D'autres exemples de collection, donc c'est pas de la philatélie, là c'est de la collection de vignettes commémoratives. Ces vignettes commémoratives qui étaient éditées à l'occasion d'événements comme les Jeux Olympiques là, de 1924 ou de salons professionnels, d'événements sportifs ou à but caritatif. Et donc, on a des collectionneurs de ce type de documents dont la nature éphémère peut être questionnée puisque dès le départ, ce sont des documents conçus comme des souvenirs. Voilà, des collectionneurs d'étiquettes de camembert aussi. J'aime beaucoup ce document, alors je le mets souvent dans mes diaporamas. Et puis donc, pour finir sur un aspect plus savant, mais qui témoigne peut-être d'un savoir autodidacte, on a quelques recueils qui compilent des sources sur des thématiques, des sources primaires et secondaires, et qui peuvent témoigner de l'appropriation du savoir par un individu. Et là, c'est une série d'une vingtaine de recueils sur les rues de Paris. Donc, vous avez celui ou les arrondissements de Paris, vous avez celui sur le 4e arrondissement, sur la vallée de la Bièvre, et puis Paris un peu partout. Vous voyez le terme qui est un peu... qui n'est pas tout à fait scientifique, hein, Paris un peu partout, ça ne serait pas un titre de monographie admis, je pense.
et le caractère charmant de ces documents avec leur, leur reliure en tissu confectionné à la maison. Voilà, pour finir, je vous invite à retrouver tout ce que je l'ai pu évoquer assez rapidement sur l'histoire et le traitement de la collection sur notre blog. Donc, c'est un blog qu'on a lancé assez récemment. Vous avez un article donc, sur le département, éphémère et documentation, et puis un autre article qui vous permet de retrouver les vitrines qui avaient été réalisées pour l'exposition Trésors du quotidien dont je vous ai parlé tout à l'heure, une exposition où on voyait à peu près 300 documents de la collection et qui vous permettra d'avoir encore plus d'exemples de documents de cette collection exceptionnelle de la bibliothèque historique. Voilà, donc j'espère que cette présentation vous aura intéressé. Je remets mes coordonnées si vous avez des questions ultérieurement. Merci.